ça va me faire beaucoup d'économies de certains développements que je vais faire, parce que le carrelage a été. Donc il m'a été suggéré de parler de la population africaine entre la dynamique jeune, le déficit des politiques publiques structurantes et les réactions de ce qu'on appelle la génération Z. Alors, la présentation est divisée en 3 parties. Un premier point qui porte sur le caractère jeune de la population, présentation de la population jeune, qui est marquée par sa jeunesse et la forte croissance démographique. Le deuxième point, c'est vous décrire la situation de ces jeunes qui sont confrontés au déficit public structurant. Et nous verrons quels sont les effets que cela a sur les jeunes. Et le troisième point, c'est l'imaginaire des jeunes face à cette situation. Et cet imaginaire des jeunes se retrouve à travers 2 éléments majeurs. Les jeunes sont tournés vers l'immigration, avec l'option tragique Barça ou Barzac, rejoindre Barcelone ou périr, ou alors c'est les jeunes de la génération Z que nous trouvons dans la rue. Ce sont ces jeunes qui couraient derrière les bus des champions d'Afrique et qui, face au malaise, soit partent vers l'étranger ou alors se révoltent face à la société. Et enfin, conclusion. Donc, ce sont voilà les 3 éléments que je voudrais vous présenter. Et en conclusion, revenir sur ce que j'appelle un peu le fait que réussir en Afrique apparaît comme une gageure. Peu de gens croient qu'il est possible de réussir en Afrique. Donc, la première partie, c'est la population africaine entre 2 éléments majeurs. D'une part, c'est une population jeune et d'autre part, c'est une population en forte croissance démographique. Si vous regardez la population de l'Afrique subsaharienne, on estimait déjà en 2020 à 1,1 milliard, soit 14% de la population mondiale, elle va passer de 1,1 milliard à 1,9 milliard en 2050, donc en 30 ans. En 30 ans. Alors, vous voyez donc la forte croissance en nombre. Et c'est si on fait un recul par rapport à l'évolution démographique, on se rend compte que c'est une croissance sans précédent dans l'échelle de l'humanité. Et cette population, si vous la regardez, vous la décomposez, elle est jeune. L'âge médian, c'est 19 ans. Si vous comparez ça avec l'Europe, l'âge médian, c'est 40 ans. Aux États-Unis, l'âge médian, c'est 38,7. Alors, vous voyez donc le grand décalage qu'il y a entre les jeunes en Afrique et dans le reste du monde. Je partage avec vous la pyramide des âges si vous regardez en 1960 et 1921, ce qui caractérise la croissance de la population, sa caractéristique majeure, c'est regarder la base. C'est la base qui s'élargit, qui beaucoup s'élargit, alors que en 60, vous voyez, on avait une figure effilée, hein, une base assez restreinte,
Mais avec le temps, voyez comment la part des jeunes a largement augmenté. Et c'est ça qui est caractéristique de la population jeune. Et je vous offre ici la croissance entre 1960 et 2023. La population a été multipliée par 6, n'est-ce pas? On est passé de 3 millions, 3 millions 273 à 18 millions 700 et quelques. Voyez ce que cela fait sur entre 60 et maintenant, n'est-ce pas? Donc sur 60 ans, voyez ce que cela a fait, multiplié par 6. Donc imaginez ce que ça va être dans 50 ans. Au lieu de 6, ce sera par 10. Alors, voilà les grands défis auxquels le pays va être confronté. C'est ça. Alors, et la caractéristique, c'est vraiment la jeunesse. 76% de la population ont moins de 35 ans, soit 13 500 000. Si vous regardez la population, les jeunes, c'est 5,5%, c'est 55% de la population. Là également, vous voyez la part très importante. Cette croissance, le taux de croissance est important aussi. Nous sommes à 3,8, n'est-ce pas, de taux annuel de croissance, 3,8 à 4. Ce qui est valable pour le Sénégal est à peu près la même figure que nous avons pour les autres pays africains. Si vous comparez ça avec les pays de l'Europe, comme l'Espagne, de 3,8, en Espagne, nous tombons à 0,79. En Espagne et en France. Et aux États-Unis, nous sommes à 0,12. Alors, voyez très bien pourquoi il y a un problème démographique qui se pose, un appel de population dans le nord par rapport aux populations qui sont dans le sud. Parce que la population dans le nord, dans les pays dits occidentaux, c'est une population âgée. Alors qu'ici, nous avons une population largement marquée par la jeunesse. Vous avez là les images de cette population jeune que vous avez vues hier à travers la télé, avant-hier, avec à l'occasion de l'arrivée des champions d'Afrique. Alors, mais ce qui est ce que nous avons ici, tu vois, c'est la figure générale que nous avons dans les autres pays africains. Nous avons dit les moins de 35 ans au Sénégal, c'est 75%. En Mauritanie, c'est 61,4%. En Côte d'Ivoire, si vous prenez la tranche 14-35 ans, c'est 60% de la population. Si vous comparez ces taux par rapport aux taux des États-Unis, aux États-Unis, la tranche d'âge de 15 à 29 ans, c'est 19,79%. Par contre, ce qui est aussi dramatique, c'est le taux de dépendance. Le taux de dépendance, c'est le nombre de jeunes qui sont pris en charge par les adultes. Là, ce taux de dépendance au Sénégal est 71%, alors que si vous allez aux États-Unis, ce taux de dépendance est de 49,5 contre 29,9 en Europe. Alors, ce taux de dépendance est très important parce que ça va avoir des conséquences très importantes par rapport à la pauvreté et au chômage. Tant qu'on n'arrive pas à réduire le taux de dépendance, les conditions de décollage économique ne sont pas du tout réunies. Une des conclusions importantes, c'est de retenir le poids que représentent les jeunes dans la population générale. Et ce poids démographique pose des problèmes avec une forte demande en éducation, en santé,
en emploi décent. Pour vous donner juste, pour vous dire que ce qui est valable au Sénégal l'est également pour les autres pays africains, je vous ai aussi représenté ici la pyramide des âges du Niger entre 1960 et 2021, et vous voyez que c'est le même profil de population effilée vers 60, et ensuite la base qui est largement élargie et qui montre toujours le poids des jeunes. Ce qui est valable au Niger, c'est ce que nous trouvons également au Burkina Faso. Hein? C'est la même base, large. Hein? Au Mali, c'est la même situation que nous avons. Et si on met ensemble les pays sahéliens d'Afrique occidentale, vous voyez que la figure est la même, une base, un sommet qui s'étire, une base qui s'élargit largement et qui reflète le poids des jeunes. En Centrafrique, pour changer le décor et vous montrer que nous avons la même chose en Centrafrique, que ce soit en Afrique occidentale ou en Afrique centrale, c'est la même chose, avec la particularité qu'au niveau de l'Afrique, en Centrafrique, l'espérance de vie est la plus faible dans le monde. Nous sommes dans les 45 ans. C'est la même chose si vous comparez cette part jeune, dominée par des jeunes, si vous comparez ça avec les pays européens comme l'Allemagne, vous voyez très bien que comment ici la pyramide est plus équilibrée, hein, du fait que la part des adultes est plus importante que la part des jeunes. Voilà pourquoi la forme de la pyramide, voilà comment ça se présente. Si on compare la pyramide de l'Allemagne en 60 et 2021, vous voyez très bien, vous voyez l'impact avec les trous que représentent durant la guerre au niveau de ceux qui sont durant la période de la guerre, et ensuite comment ça se rétablit progressivement, mais vous voyez qu'il y a un équilibre qui grossit. C'est la tête est plus grosse et les pieds sont plus faibles si vous comparativement à la base large que nous avions avec les jeunes. Alors, le deuxième point, c'est face à cette situation marquée par une forte croissance et un caractère des jeunes dominants, quels sont les problèmes auxquels ces jeunes se trouvent confrontés face à ce que nous appelons les politiques publiques défaillantes et relativement difficiles. Le Bureau international du travail fait remarquer que les jeunes, les hommes, les femmes, qui sont notre plus précieux atout pour le présent et pour l'avenir, c'est ce groupe qui constitue le groupe le plus vulnérable, n'est-ce pas? Ils sont jeunes, ils sont un atout, mais ils sont vulnérables, n'est-ce pas? Et pourquoi ils sont vulnérables? Parce que du fait des politiques publiques, il y a un déficit. Si vous regardez la politique de l'éducation, on est plus en face d'une situation où l'école fabrique des chômeurs, et le résultat, c'est que la politique de l'emploi est marquée par soit un sous-emploi, un chômage, la précarité dans les occupations de l'emploi, et très peu de travail décent. Et cette situation qui fait que, au plan économique et au plan social, il y a une très grande précarité. Et selon le BIT, à l'heure actuelle, comme ils disent, à l'heure actuelle, les jeunes risquent 3 fois plus que les adultes d'être sans emploi. Trop souvent, leur potentiel est en partie inexploité parce qu'ils ne peuvent pas accéder à un travail productif et décent. Alors, ce que le BIT dit, c'est la situation que nous retrouvons en Afrique. En effet, si on considère les jeunes âgés entre 15
et 35 ans, on signale que plus d'un jeune sur 4, environ 72 millions de ces jeunes n'ont pas d'emploi, ne sont pas éduqués et n'ont pas une formation qualifiante. Un jeune sur 4 n'a pas cette possibilité-là. Alors, cela montre également quoi? Cela montre que le niveau d'inactivité est très important et il y a une inégalité entre les sexes, entre les garçons et les filles, au détriment des filles. Et c'est cela qui fait que l'objectif du plein emploi, du travail décent, que la communauté internationale s'est fixé pour 2030, aujourd'hui, on est sûr que cet objectif-là ne sera pas atteint. Alors, parce que dans la plupart des pays africains, que ça soit au centre, à l'ouest, dans le Maghreb ou au sud, on a un diagnostic critique. Les jeunes sont majoritairement confrontés au sous-emploi, à la précarité professionnelle ou au chômage. Même si, on le sait, la crise de l'emploi a une portée beaucoup plus large que les chiffres du chômage ne laissent entendre. Autrement dit, les statistiques ne révèlent qu'un aspect. La réalité est autre que ce que les statistiques donnent. Si vous prenez le cas du Sénégal, 300 000 nouveaux demandeurs arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Et si vous regardez le nombre de jeunes qui sont susceptibles d'être engagés au niveau des emplois formels, il y a une capacité de 26 000. Alors, regardez le décalage. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est les autres que nous allons retrouver le long, arpentant le désert, cherchant à émigrer par les bateaux, ou alors cherchant à se débrouiller pour survivre. Et cela, je crois qu'on aura un exposé sur la situation du secteur informel. Cela, depuis les années 90, avec l'ajustement structurel, nous sommes rendus à voir que 80% des opportunités d'occupation relèvent du secteur informel. Le secteur salarié, que ce soit privé ou public, ne représente que dans les 10 à 15%. Et si vous regardez les croissances économiques que nous avons, la plupart de ces croissances ne créent pas d'emplois massifs. Parce que ce sont dans des secteurs, les télécommunications, la Sonatel, l'exploitation minière, le secteur du pétrole et du gaz, où la demande en main-d'œuvre est très restreinte, et les niveaux de qualification requises ne sont pas du tout remplis par ceux qui sortent de l'école, à telle enseigne que la croissance ne résorbe pas le chômage. Et ça, c'est un des paradoxes. Je crois que notre ami Déné avait déjà mentionné cela. Parce que si vous regardez la tendance de l'économie, nous avons une tendance économique largement dominée par la tertiarisation. N'est-ce pas? Or, pour que nous puissions avoir une économie capable d'offrir du travail, il est très important que nous ayons un secteur primaire combiné à une industrialisation pour véritablement permettre de créer une base large. Regardez le nombre de paysans que nous avons, les jeunes paysans. Les produits qui sortent de la paysannerie ne sont pas du tout traités sur place. Il n'y a pas une transformation des produits agricoles, il n'y a pas une transformation des produits miniers,
à un niveau satisfaisant qui puisse être un appel à main-d'œuvre qualifiée, à main-d'œuvre semi-qualifiée, pour offrir aux jeunes ces possibilités-là. Si vous regardez également le chômage, les résultats que cela donne sur le chômage, on se rend compte que ce sont plus les jeunes qui sont frappés par le chômage. Même si le chômage est général, les adultes sont également touchés par le chômage, mais la plupart des chômeurs sont les jeunes. Les jeunes, l'école a toujours constitué une sorte d'ascenseur social, de lieu cadre, de mobilité sociale. On va à l'école, on acquiert un diplôme, et ce diplôme vous ouvre la porte au marché du travail. Mais aujourd'hui, le diplôme n'est plus un passeport pour l'emploi, malheureusement. Et les jeunes sont réduits dans des espaces tels que ils n'ont pas la possibilité d'être insérés dans le marché du travail. Et par voie de conséquence, ils ne peuvent pas s'épanouir. Et ça, cela est problématique. Et on voit comment les jeunes ont transfiguré le renversement des systèmes de valeurs. L'école qui était le lieu de promotion, qui permettait effectivement d'arriver à l'épanouissement de ses talents, ce n'est plus à l'école maintenant. Et le système licence, master, doctorat est défiguré par les jeunes qui considèrent que le nouveau système de valeurs, c'est la lutte, c'est la musique, le sport, la danse. Hein, ce sont là les nouveaux modèles de célébrité. Vous avez vu aujourd'hui ce que sont devenus les footballeurs. Hein, et vous voyez l'effort, l'investissement des parents pour que les enfants soient détectés, leurs talents soient détectés, et pour pouvoir qu'on les mette dans des académies. Si vous décomptez aujourd'hui le nombre d'académies de foot, vous êtes surpris par l'ampleur que cela représente, parce que les modèles de réussite sont là pour, disons, éblouir tout un chacun et maintenir un rêve d'épanouissement. Donc ce n'est plus l'école, les parents ne veillent plus à ce que le jeune n'aille à l'école que le dimanche ou le samedi, mais c'est les parents même qui investissent dans les académies et payent parce que, avec l'espoir qu'ils vont devenir un Sadio Mané plus tard. Et cela s'explique par le fait que la transition des jeunes est bloquée. Alors, je vous ai donné je vous montre ce graphique. Vous savez, il y a le cycle, il y a l'entrée des jeunes. Vous avez un jeune de 24 ans, il a été à l'université, il a son diplôme. Alors, il arrive à une transition où il sort de l'adolescence. Et dans le cycle de transition normal, le jeune qui a 24 ans, il a une licence, ou il a une maîtrise, il a un diplôme de qualification qui doit lui permettre d'entrer dans la vie professionnelle. Et en entrant dans la vie professionnelle, il va pouvoir être en situation de pouvoir fonder un foyer, se marier, n'est-ce pas? Donc, il sort de là, il sort vers le marché du travail, il quitte l'école, il va au marché du travail, ensuite il va se marier. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les jeunes qui ont 24 ans n'ont pas de boulot. Et donc, ils restent dans les familles.
sont supportés par les parents. Donc, ils ne sortent pas. Et les jeunes frères qui arrivent, les trouvent. La promiscuité s'installe. Ils grandissent avec l'âge, le temps étant irréversible. Ils arrivent à 30 ans, 35 ans. Ils n'ont toujours pas de boulot. Ils ne peuvent pas sortir de la maison. Ils ont retardé le mariage. Finalement, ils se marient. Et quand bien même ils se marient, une bonne partie reste encore à la maison parce que n'ayant pas les moyens de pouvoir assurer la sortie. Donc, il y a cette transition bloquée qu'on a conceptualisée par le terme waithood. Waithood. C'est-à-dire, c'est un temps d'attente prolongée. On attend, et cette attente est davantage prolongée parce qu'il n'y a pas de perspective. Le marché de l'emploi n'offre pas la possibilité de sortie, et sans emploi, il est difficile aussi de sortir de la maison pour entrer dans un ménage et permettre la reproduction de l'espèce. Alors donc, c'est cette situation dramatique que nous avons. Alors, face à cette situation de précarité, d'attente prolongée, de chômage, il y a deux attitudes majeures qu'on a constatées. Les jeunes sont orientés vers l'émigration, vers l'extérieur. Ou alors, il y a une option qui leur est imposée, à mon avis. On nous a imposé l'option de la révolte. Et aujourd'hui, c'est cette génération qu'on appelle la génération Z. Je reviendrai. Alors, on a fait des études. Il y a des études qui ont été faites. Il y a une équipe de l'IFAN qui a été dirigée à l'époque par notre regretté Pape Demba Fall, spécialiste de la migration, qui a publié une étude et qui montre l'aspiration des jeunes et sur 4 jeunes interrogés, 3 aspirent à émigrer. Et cela, vous pouvez le voir avec le développement de la migration clandestine. On l'a vu dans les années 90. Avant 90, dans les années 70, ceux qui allaient en Europe passaient par la voie terrestre. L'Algérie, le Maghreb, l'Algérie, le Sahara, Tanger. Tanger était très connu par les immigrants. Et progressivement, à partir des années 90, avec la crise de la pêche, avec les accords entre l'Union européenne et les pays, et la raréfaction de la ressource en mer, les pêcheurs se sont reconvertis en convoyeurs. Et l'immigration est devenue très importante. Et l'immigration par la voie terrestre est devenue plus importante, par la voie maritime est devenue plus importante que l'immigration par voie terrestre. Et c'est ce que l'on appelle le mbokemi. Et il y a un livre très intéressant, le romancier Abbas Dione, le regretté Abbas Dione de Bargny, qui a fait un livre intitulé Mbokemi, à l'assaut des vagues de l'Atlantique. Et dans ce roman, il reconstitue vraiment tout le processus. Et je vous ai extrait ici une conversation entre les jeunes et leurs parents. Tu vois. Et les parents, un des parents qui trouve les jeunes en train de causer, leur dit, alors les enfants, vous aussi, vous voulez faire le voyage, dit Malan. Oui, père, répond Kaba.
C'est maintenant l'expression que les gens emploient. Oui, père. N'est-ce pas? Et Bailai, un autre, poursuit. La mer n'a plus de poissons. L'agriculture non plus ne marche pas. Les usines et la société ferment. Les jeunes sont sans emploi, assura Malan, d'un ton député. Les jeunes sont obligés de partir. Et il dit, je les comprends. Rien n'est plus pénible pour un jeune en état de pouvoir porter les chaussures de son père que de continuer à se faire entretenir par lui. Vous voyez bien l'image. Hein? Le jeune qui a atteint l'âge de son père, qui peut porter les chaussures de son père, mais qui continue à être entretenu par son père. Et là, je vous renvoie au livre de Abbas et d'Abbas Daou. Vous avez aussi Fatou Diom, Le vent de l'Atlantique, qui a consacré un livre fantastique sur cette situation-là. Donc, c'est quoi le motif des migrants? Oui, c'est le chômage, qui équivaut à une sorte d'exclusion sociale. Les jeunes ont le sentiment d'inutilité. Et comme ils savent, ils veulent se réaliser par la sueur, mais ils n'ont pas l'opportunité de se réaliser par la sueur, qu'est-ce qui reste sur le pays? C'est l'aspiration au départ. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que ce n'est plus une affaire de jeunes seulement individuelle, mais c'est la famille. C'est la famille qui investit pour que les jeunes partent. Parce qu'il y a un espoir. Il y a un espoir de survie. Parce que aussi, le modèle de succès, c'est le modèle de l'immigré. Et cela explique pourquoi, quand on réussit par le voyage, nous avons là les 4 T, le Tuki, Teki, Ted, Teral. Le Teral, c'est vraiment le modèle de réussite. Si vous êtes capable d'être à Teral, hein, si vous êtes capable d'investir comme Sadio Mané a investi dans son village, de faire émerger son village, aujourd'hui tout le monde parle du village de Sadio Mané, en Casamance, comme un modèle de modernisation. N'est-ce pas? C'est ce modèle de réussite. Ce modèle de réussite qui vient à l'issue du voyage. Tu vois. Par le voyage, il a gagné une reconnaissance sociale. Et la reconnaissance sociale lui permet d'avoir un niveau de confort. Mais le confort n'est pas seulement un confort individuel, pour que ça soit partagé par les autres. Si vous êtes riche et que votre richesse reste simplement, vous n'êtes que le bénéficiaire de votre richesse, mais les autres ne reconnaissent pas votre réussite sociale. Donc, votre réussite sociale est reconnue lorsque la société et votre communauté bénéficient, ou une partie de la communauté bénéficie de cela, totalement ou en partie. Et c'est en ce moment-là qu'on parle de reconnaissance sociale. Et voilà pourquoi il y a on est orienté vers ça. Ça, je vous ai déjà dit ça. Ils sont tous tournés vers l'extérieur. Et en dehors de la filière maritime et terrestre, depuis quelques années, nous avons la filière nicaraguayenne, hein, avec ce que cela demande comme investissement, et malgré cela, il faut à peu près 5, 6 millions, 7 millions, parfois même 8 à 10 millions pour pouvoir s'assurer des conditions de réussite de passage aux différentes étapes de la filière nicaraguayenne. Et cette filière, ce ne sont pas seulement les Sénégalais, ce ne sont pas seulement les Mauritaniens, les Burkinabés, les Gambiens. Presque aujourd'hui, toute la diaspora
africaine passe par tente de passer par la filière nicaraguayenne. Et aujourd'hui, malgré les mesures de restriction mises en place par Trump, cette filière nicaraguayenne fonctionne encore. Le texte est là, je ne vais pas insister là-dessus. Alors, pour vous donner une illustration de le fait que l'aspiration à l'extérieur est très importante, c'est l'évolution du nombre de titres de transport, les passeports. Sur une courte période, entre le 1er septembre 2023, entre le 1er septembre et le 16 novembre, on a relevé 40 912 titres de voyage pour la tranche d'âge des jeunes. Alors que habituellement, c'est dans les, habituellement, ce nombre était à peu près de 5 000. En temps normal, nous avons 3 500 à 5 000 passeports délivrés, n'est-ce pas? Mais avec la forte tendance des jeunes à l'immigration. Donc, on émigre, mais à défaut d'émigrer, les jeunes sont sur place, ils sont exaspérés, et cela donne ce qu'on appelle la génération Z. Je vous restitue ici ce que le chroniqueur journaliste Khalil Gueye définit la génération Z. Il dit, c'est une génération incomprise par les hommes politiques et qui passe pour la génération la plus complexe aujourd'hui, dans tous les pays du monde. Ce n'est pas seulement au Sénégal, mais dans tous les pays du monde. Elle est âgée entre 11 et 25 ans. C'est ce que nous retrouvons, on le trouve à l'école, on le trouve à l'université. Dans la vie de tous les jours, c'est c'est la foule des stades, des arènes de lutte. C'est cette masse des sans-emploi. Et ils partagent les idées et les sentiments du groupe dur de notre société. Ils ne croient plus à ce que tout ce que l'autorité leur promet. N'est-ce pas? Tout est mensonge. Tout est manipulation. Et Khalil partage cela. Ce sont les injustices sociales, c'est cette génération Z qui, confrontée aux injustices sociales, aux tentatives de manipulation politique et constitutionnelle et législative, avec le projet de troisième mandat de Macky Sall, ce sont ces injustices sociales qui ont été à la base de la mobilisation que nous avons connue entre 2021 et 2024 au Sénégal. Et cette période a vu la révolte des jeunes qui ont bravé toute forme de répression. Ce sont ces jeunes qui étaient en prison à l'époque. Lorsqu'ils sortaient, il y avait 3000 prisonniers, ce qui était un phénomène jamais constaté au Sénégal. Et pourtant, ce sont ces jeunes qui ont influencé et largement favorisé les autres catégories sociales avec la grande mobilisation qui, en 2024, a abouti à la troisième alternance du Sénégal. Donc, vous voyez très bien le lien qu'il y a entre la situation de précarité, de sous-emploi, de vulnérabilité, qui se dédouble sous la forme de révolte pour aboutir à l'alternance 2024. Mais ce n'est pas seulement au Sénégal. Hein. Vous avez entendu il n'y a pas très longtemps, en 2025, ce qui s'est passé au Kenya, ce qui s'est passé au Maroc, où vous avez les visages en colère. À Madagascar, la génération Z, c'est cette génération-là des jeunes. Au Kenya, c'est l'injustice fiscale, les coupures d'eau, d'électricité à Madagascar, le scandale des systèmes hospitaliers au Maroc,
qui avait poussé des milliers et des milliers de jeunes dans la rue entre juillet et octobre 2025, malgré la répression féroce. Alors, donc, ce sont ces jeunes aussi qui sont qu'on retrouve sur la toile, hein, avec en Asie, hein, avec ce qu'on appelle Discord, une plateforme initialement dévolue aux jeux vidéo, mais réorientée, hein, et utilisée par la culture pop, la musique. Ce sont autant de symboles qui expliquent effectivement le ressentiment des jeunes. C'est cette jeunesse décomplexée, hein, qui n'a pas peur de la police, de la répression, ni de la prison. Et cette jeunesse qui est là et qui va toujours réagir lorsque les déficits des politiques publiques se manifestent. Voilà pourquoi il est très important que les problèmes qui ont été soulevés dans différentes présentations, pour offrir aux jeunes des conditions d'épanouissement, il est important que des conditions d'épanouissement soient offertes aux jeunes. Si ces conditions ne sont pas offertes aux jeunes, on risque fort de retrouver cette génération Z dans la rue. Pour conclure, le premier constat, c'est ce que j'appelle le paradoxe que nous avons au Sénégal et en Afrique. Si vous regardez l'ambition proclamée par tous les leaders, c'est de faire des pays africains des pays émergents. Et tous disent compter sur le capital humain. Un capital humain qui doit être qualifié, compétitif, parce que nous sommes dans un monde planétaire de compétition. Et pourtant, ce sont ces jeunes-là qui sont dans le chômage, dans la précarité. Et ce sont ces jeunes qui sont confrontés soit à l'immigration ou à la révolte. Alors, comment on peut réussir cette ambition d'un pays émergent quand le capital sur lequel on compte, ce capital est plus tourné vers l'extérieur ou alors enclin à la révolte. Et on comprend que c'est l'absence de perspectives crédibles dans la lutte contre la pauvreté qui conduit les jeunes soit dans l'immigration ou dans la révolte. Autrement dit, c'est parce que les stratégies de développement visant l'alternance des pays africains est aujourd'hui dans l'impasse. Alors, la responsabilité des jeunes, c'est effectivement de relever ce grand défi. Il est donc important pour nous de comprendre, de mieux comprendre pourquoi il y a un décalage entre le système éducatif et le marché du travail. N'est-ce pas? Cette problématique-là, vous avez bien raison de l'indexer. Il faut que nous comprenions le décalage. Parce que si nous ne réglons pas, nous ne comprenons pas ce décalage, si nous ne comprenons pas pourquoi l'école n'est plus un ascenseur social, mais plutôt une fabrique de chômeurs, nous ne sommes pas encore sortis de l'ornière. C'est pourquoi je pense qu'il faut porter une grande attention à une résolution qui a été proposée par les assises d'éducation en 2015, notamment la décision 5, portant sur la nécessité de développer la formation professionnelle et l'adapter aux besoins du marché de l'emploi. Autrement dit, il faut replacer la formation technique et professionnelle au cœur du système éducatif. Si nous ne réussissons pas à replacer cela, parce que pendant longtemps, l'enseignement technique a été considéré comme l'enseignement pour les moins doués, n'est-ce pas? Les moins doués, c'est eux qui faisaient l'enseignement technique et la formation professionnelle. Or, aujourd'hui, on est convaincu que si on ne replace pas l'enseignement technique et la formation professionnelle au centre du dispositif, on ne réussira pas. Il est important aussi de valoriser l'entrepreneuriat chez les jeunes. L'entrepreneuriat,
ce n'est pas simplement le travail manuel. Hein. L'entrepreneuriat, c'est toutes les capacités managériales dans la diversité de ses formes de production, surtout de compréhension que on sort de l'école, on est capable de pouvoir créer son entreprise. On sort de l'école, on est capable de créer son champ. On est capable de créer son entreprise d'industrialisation. On est capable de produire par soi-même, n'est-ce pas? Produire par soi-même, par la main, par l'intelligence, et doit être aujourd'hui un élément dans le système de valeurs très, très important. En deux termes, il faut qu'on surmonte l'impasse des politiques de développement. Il faut inventer un autre futur pour les sociétés africaines, avec des investissements massifs et de qualité, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, dans l'emploi des jeunes, pour capturer les bénéfices du dividende démographique. Si cette fenêtre d'opportunité du dividende démographique n'est pas capturée en réduisant le taux de dépendance dans la société pour libérer le potentiel des jeunes, il va sans dire que nous ne serons pas capables d'offrir aux talents un cadre qui leur permette de s'épanouir, et nous ne serons pas capables de créer les richesses qui permettront à l'Afrique, au Sénégal, d'être un pays prospère pour les Sénégalais, pas créer la richesse pour l'exportation, pour l'extérieur, mais créer les conditions de richesse pour les Sénégalais, pour les communautés africaines, et créer les conditions pour que chacun se rende compte et vive le fait que le rêve de pouvoir réussir, que la réussite en Afrique n'est pas une gageure, mais c'est une possibilité, c'est une réalité, et c'est seulement à ce niveau que nous pourrons effectivement sortir notre pays du sous-développement. Je vous remercie pour votre attention.